Bonsoir madame, bonsoir monsieur, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Plaisir de lire, comme chaque mercredi après-midi sur Zouk TV. Et comme chaque mercredi après-midi, j'ai le plaisir de recevoir un passionné ou une passionnée. Et aujourd'hui, c'est un passionné de lecture, un grand passionné de lecture, un grand lecteur. Nous disons bonsoir et nous disons une bonne année à monsieur... Monsieur Landau, de son prénom Pierre-Philippe, qui est, qui te renvoie qui te renvoie le souhait, puisque je te souhaite toi aussi une bonne et heureuse année 2024. Je te remercie. Et donc, je pense que c'est une année qui va nous permettre également de présenter à nos téléspectateurs, que nous savons fidèles, une série de romans et de livres de manière générale aussi intéressants les uns que les autres. Je te remercie. Sois à nouveau le bienvenu sur le plateau. Je te remercie. Alors, comme vous imaginez, donc, nous allons voyager, imaginer, mais ça qui ne va pas nous empêcher de réfléchir, puisque l'imagination et la réflexion sont liées, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et je pense qu'avec Pierre-Philippe, on fera les deux. Donc, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je vais évoquer un roman, le roman d'un écrivain que nous avons eu l'occasion déjà de présenter ici. Le roman en question s'intitule Yuma. Yuma, c'est un prénom féminin, et il a été écrit par Lafcadio Hearn. Lafcadio Hearn, dont nous avons déjà eu l'occasion de parler effectivement il y a quelques émissions de cela. Alors, je vais d'abord commencer par présenter l'auteur, bien évidemment. Donc, Lafcadio Hearn, c'est un personnage extrêmement intéressant parce que au départ, c'était un journaliste américain, né en Grèce, figure-toi, né en Grèce dans les années 1850, et qui, à la suite d'un certain nombre de péripéties, s'est retrouvé aux États-Unis, où il est devenu journaliste. Il a été journaliste, donc en particulier à la Nouvelle-Orléans, et c'est pas par hasard que cette ville-là a eu certainement un certain impact sur son devenir, puisque la Nouvelle-Orléans, c'était une ville créole. La grande ville créole du sud des États-Unis, c'est-à-dire que c'est une ville dans laquelle, son nom l'indique, d'accord, c'est une ville qui a été donc fondée par les Français, les colonisateurs français, et dans laquelle la culture française a été très, très présente pendant plusieurs décennies. Même après que les États-Unis soient devenus indépendants. Donc, voilà. Donc, dans les années 1850, 1860, et bien après, il y avait quand même des traces de cette culture française à la Nouvelle-Orléans. Donc, Lafcadio Hearn a été très vraisemblablement en contact avec cette culture-là, et c'est peut-être cela qui lui a donné envie de découvrir le reste du monde créole. Donc, il s'est fait désigner, nommer, comme reporter, grand reporter, on dirait aujourd'hui, en Martinique, où il est arrivé au milieu des années 1880, d'accord, et il a fini par rester 3 ou 4 ans à Saint-Pierre. Il a vécu plusieurs années à Saint-Pierre au milieu des années 80. Donc, il a pu observer, bien évidemment, la société martiniquaise de l'époque. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 1880, nous ne sommes pas loin de 1848. Nous sommes à 40 ans, une quarantaine d'années de 1848. Donc, Lafcadio Hearn a très certainement rencontré, pendant son séjour martiniquais, il a vraisemblablement rencontré des gens qui avaient connu les événements de 1848 et des gens qui avaient vécu aussi avant 1848. Puisque il a certainement rencontré des gens qui avaient 60, 70, 80 ans, donc des gens qui étaient en mesure de comprendre les choses dans les décennies ayant précédé 1848. Donc, ça lui a donné quand même une excellente connaissance de la Martinique, de son histoire, de ses personnages, de la mentalité des gens, de leur psychologie. Il a vraisemblablement aussi appris à parler créole, ça se voit, ça se sent dans son roman.
Et bon, alors voilà. Et donc, c'est ce qui explique qu'il ait eu envie d'écrire sur la Martinique. Et il a écrit ce roman, Yuma, qui, comme nous allons le voir, est inspiré, qui est assez fortement inspiré de l'histoire de la Martinique de la deuxième partie du 19e siècle. Voilà. Alors, je veux terminer cette présentation en évoquant la suite du parcours de Lafcadio Hearn. Donc, il a laissé la Martinique au bout de 3-4 ans. Il est parti au Japon, figure-toi, et il a épousé une japonaise. Et il a également acquis la nationalité japonaise. Il a même pris un nom japonais. Alors, le nom japonais en question, c'était Kwazumi Yakumo, d'accord? Et bon, il a fini ses jours au Japon puisqu'il est mort en 1904 d'une crise cardiaque. Voilà. Donc, il a pas mal bien voyagé. Alors, c'est un bonhomme qui a beaucoup voyagé et qui surtout a eu une attitude extrêmement ouverte vis-à-vis des gens de couleur. Parce que, quand même, et qui a été tellement ouverte qu'il a épousé une métisse, une femme métisse noire, hein, afrodescendante. Donc je ne sais pas si tu te rends compte de ce que ça pouvait représenter au 19e siècle, que de prendre, pour un blanc, que de prendre la nationalité japonaise, d'une part, un nom japonais, et puis aussi par ailleurs, d'avoir épousé une femme métisse, quoi. Vraiment, donc, c'était un gars extrêmement ouvert, et donc, c'est un personnage de ce fait-là qui est extrêmement intéressant. Et ce n'est pas étonnant, donc, il ait rédigé plusieurs livres, hein, sur la Martinique, hein, plusieurs livres, disons, inspirés de son séjour en Martinique. Donc, il y a Yuma, dont nous allons parler, qui est un roman, et puis il y a il y a un recueil de contes qui s'appelle 3 fois Belle Conte. Et puis, il y a aussi un autre roman, ou bien récit, qui s'appelle Esquisse martiniquaise. Donc, vraiment, c'est un type extrêmement intéressant dont nous allons parler aujourd'hui. Voilà. Alors, tu as une question, non? Oui. Alors qui est cette Yuma? Qui est cette Yuma? Alors, Yuma, c'est donc le personnage titre du roman. Alors, qui est-elle? Alors, Yuma, c'est une Da. Une Da noire, d'accord, donc qui naît dans les années 1830, non, 1820, ouais, 1825 à peu près, on peut le supposer, hein, même si Lafcadio ne donne pas de date. Et c'est une donc, femme qui est esclave. D'accord, c'est une esclave, donc c'est ce que j'aurais dû dire d'abord. C'est une esclave qui est l'esclave donc d'une béquée qui s'appelle Madame Pironette, d'accord. Et elle finit par devenir la Da donc de la petite fille de Madame Pironette. Alors la Da, je vais en dire quelques mots. Les Da, ce sont les femmes qui étaient chargées de s'occuper des enfants, donc des femmes béquées qui étaient qui donc leur déléguait cette fonction et qui était donc extrêmement proche des enfants béquets, qui les élevaient, qui avaient en charge leur éducation, à tel point que ces enfants-là se sentaient très souvent beaucoup plus proches de leur Da noire, ou bien mulâtresse éventuellement, en tout cas de couleur, esclaves, qui se sentaient beaucoup plus proches de ces femmes-là que de leur propre mère blanche béquée. Hein? Donc, ça a été... Alors, bien évidemment, les femmes... les femmes donc Da, qui avaient cette fonction-là, constituaient, si tu veux, des éléments de l'aristocratie esclavisée, si on peut dire. Enfin bon, si on considère la population esclave, elles étaient en haut de la hiérarchie de ces esclaves-là, puisque tu sais qu'il y avait une hiérarchie très stricte sur les habitations et parmi les esclaves, et donc on peut considérer que les femmes, les Da, ont constitué une partie, donc, enfin la partie supérieure, si tu veux, de la population d'esclaves. Et ça va se voir d'ailleurs dans ses propos, dans son comportement, puisque, je ne veux pas déflorer encore la fin de l'histoire, mais elle va rester très 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 fortement attachée à ses maîtres.
D'accord? Même lorsque surviendront les événements de 1848. Hein? Voilà. Et ça va constituer donc, d'ailleurs, un élément absolument fondamental du livre. Donc voilà qui est cette Yuma. Donc c'est une mulâtresse, hein, enfin c'est une femme de couleur, hein, c'est une capresse très exactement. J'ai dit négresse, mais en fait de manière plus précise, c'est une capresse, c'est-à-dire une personne intermédiaire entre le noir et le mulâtre, si tu veux, la négresse et la mulâtresse. Et donc voilà donc quel est son rôle. Alors je vais lire, si tu veux bien, un extrait donc du roman qui décrit l'Ada et son rôle. D'accord? Puisque ça commence par ça, en fait. Hein, le roman commence par cette description-là. Alors, l'Ada était respectée et aimée comme une mère. Elle était à la fois la mère adoptive et la bonne d'enfant. Car l'enfant créole, c'est-à-dire Béké, en fait, avait deux mères, l'aristocratique mère blanche qui lui donnait le jour et la maman noire esclave qui lui donnait tous ses soins. Le dorloutait, le baignait, lui apprenait à parler la douce et mélodieuse langue créole des esclaves, le promenait dans ses bras pour lui montrer la belle nature tropicale, lui racontait le soir de merveilleuses histoires populaires, l'endormait au son des berceuses, etc., etc., etc. Donc, voilà comment Lafcadio Hearn décrit cette da-là, l'Eda de manière générale, et il insiste aussi sur leur tenue. Hein, parce que, bien évidemment, vu que c'était des esclaves qui avaient un rôle social important, ce rôle social-là transparaissait à travers leur tenue, leur aspect physique, qui était très soigné. Madame Pironnette, donc la propriétaire de Yuma, était fière de sa domestique et prenait plaisir à la voir vêtue avec toute l'élégance possible du costume brillant et gracieux que portaient alors les femmes de couleur. En matière de toilette, Yuma n'avait rien à envier à aucune femme de la classe des affranchis. Elle possédait tout ce qu'une capresse pouvait souhaiter. À la mode locale, elle affectionnait les contrastes de couleurs. Elle avait des jupes de soie et de satin, des robes des Indes, avec des foulards et des coiffures assorties, azur et orange, rouge et violet, jaune et bleu, criard, vert et rose. Dans les grandes occasions, telles que la première communion, par exemple, ou bien la fête de sa patronne, elle revêtait un costume magnifique. Voilà, par exemple. Et puis, il décrit également les nombreux accessoires, les nombreux bijoux dont est paré Yuma. Hein? Donc, Yuma, donc, c'est une dame, hein, donc, qui a un rôle social très, très, très marqué et qui, donc, tient beaucoup à ce rôle-là. Alors, il se trouve que donc Madame Pironnette, qui est sa propriétaire, sa maîtresse, Madame Pironnette a une fille biologique qui s'appelle Aimée. Voilà. Et Aimée a à peu près le même âge que Yuma. D'accord ? Donc les deux femmes vont grandir ensemble. Elles vont grandir ensemble et elles vont devenir camarades de jeu. Voilà. Ce seront plus des amis que une maîtresse et son esclave, d'accord? Et à tel point que quand Aimée va grandir avec Yuma à ses côtés, et lorsqu'elle aura 19 ans, Aimée, elle va se marier. Elle va se marier à un propriétaire d'habitation qui s'appelle Monsieur Desrivières, d'accord? Qui est un béquet lui aussi, mais qu'un béquet qui ne réside pas à Saint-Pierre, parce que j'ai omis de préciser que l'histoire commence à Saint-Pierre. Hein. Voilà, ces personnages-là habitent Saint-Pierre, et donc Yuma y habite également. Et lorsque Aimée va épouser Monsieur Desrivières, donc un béquet, un riche béquet, elle va vivre avec lui sur son habitation, d'accord, qui ne se trouve pas à Saint-Pierre, mais qui se trouve dans une paroisse, dans une commune du Nord-Atlantique. Voilà. Alors, Lafcadio Hearn désigne cette commune comme s'appelant Anse Marine. Anse Marine. Et ils vont donner la description. Mais en comparant Anse Marine, enfin, cette
commune, si on veut, plus ou moins imaginaire, en la comparant aux communes de la côte atlantique, on peut déterminer qu'il s'agit de l'actuel Lorrain. D'accord? Donc, il reste dans le nord atlantique, pas très loin de Saint-Pierre, et il a à ses côtés sa femme, sa propre femme, donc, qui va donc devenir la da de l'enfant de Aimé, parce que Aimé donc va être mère assez tôt. Oui. Elle a 19 ans, donc elle va devenir maman et elle va devenir la mère d'une petite fille à laquelle on va donner le prénom de Mayotte. Et bien évidemment, Yuma va devenir la da de Mayotte. C'est-à-dire que Aimé va prendre en charge l'éducation de Mayotte, sera très proche d'elle, va l'élever, va l'éduquer, beaucoup plus que ne va le faire sa propre maman, que Aimé, hein, puisque c'était son rôle en tant que da. Hein, et donc ce rôle-là, elle va l'assumer de manière parfaitement totale, si tu veux, pendant les quelques années qu'ils vivront avec M. Desrivières sur l'habitation en question. Alors, Monsieur Desrivières, c'est un béquet, il a une habitation, et bien évidemment, Lafcadio Hearn consacre quand même plusieurs pages à la description à la fois de l'habitation, de son environnement, de la commune où se trouve cette habitation, et aussi au paysage qu'on peut observer entre Saint-Pierre et Osmarine, qui est en fait le Lorrain. Donc il y a toute une série de descriptions très intéressantes, très précises de toute cette zone-là, et je ne résiste pas au plaisir de vous lire quelques pages de cette description-là, d'autant plus que outre le fait d'être une simple description des paysages martiniquais, on sent quand même chez Lafcadio Hearn les manifestations de ce que nous appellerions aujourd'hui le doudouisme. C'est-à-dire qu'il fait une description effectivement du nord de la Martinique, de la campagne martiniquaise, mais cette description-là est empreinte d'un très fort doudouisme. D'accord ? Voilà, alors on va en parler si tu veux, mais je vais d'abord lire une ou deux pages, si tu le permets, des paysages de la description des paysages à laquelle se livre notre écrivain. Alors, voilà ce qu'il dit. Alors, ce qu'il écrit. Voilà ce qu'il écrit. Voilà. Alors. Tour à tour, la mer apparaît et disparaît, et vous quittez finalement la route principale, poursuivez un petit chemin jusque-là caché par les ondulations du sol, un sentier de plantation bordé de cacaoyers. Il vous amène par de longs détours à travers les hautes cannes à sucre qui vous ferment la vue des deux côtés dans l'une des plus jolies vallées du monde. Du moins, c'est ainsi qu'elle vous apparaîtra lorsque vous ferez halte au flanc du Morne pour admirer le demi-cercle presque parfait de collines doucement ridées, s'ouvrant sur la mer dont la ligne d'écume s'étend comme un fil neigeux frémissant entre deux pitons verts au-delà d'une bande de plages sombres. Plus près de vous, les champs dorés des cannes à sucre que la rivière divise et que marquent des franges de bambou s'élargissent pour atteindre les brisants. Sur tout cela plane la tendresse d'ombre, bleuie par les buées, le scintillement du soleil, dans l'argent des cascades, et enfin l'union bleue du ciel et de la mer.
Enfin, vous remarquerez sur une petite colline, au-dessous de vous, les bâtiments de la plantation dans un bosquet de cacaoyers, etc., etc. Et il continue la description, tu vois. Donc, tu vois bien que cette description-là est complète et très représentative de ce courant littéraire et artistique de manière générale qu'on appelle le doudouisme et qui a beaucoup marqué donc, la littérature de l'époque, qui était essentiellement une littérature écrite par les Blancs, une littérature de Blancs, et qui a quand même marqué aussi d'autres pans de la culture, la musique, etc. On connaît très bien la tendance qu'a été le doudouisme. Bien, donc voilà pour la description que fait l'auteur de cette Martinique-là, qui est une Martinique idyllique, mythique, voilà. Bien que ce soit une Martinique qui connaisse l'esclavage, on n'a pas l'impression que c'est un territoire dans lequel les gens souffrent, puisqu'il met l'accent surtout sur la beauté des paysages et le lyrisme que cette beauté-là inspire, quoi, tu vois. Donc c'est très caractéristique de l'œuvre de Lafcadio Hearn qui avait déjà fait apparaître cette tendance-là dans Esquisse martiniquaise que nous avions eu déjà l'occasion d'évoquer ici. Mais cette tendance doudouiste, comme tu dis, effectivement, bon là on est... Bon, lui, il est né, tu as dit, en 1850. Oui, 1850, il est venu dans les années 1880. À peu près, ouais. Donc, ce courant, cette tendance, elle a perduré pendant un bon moment. Ah, mais elle a perduré. On pourrait même dire, à certains égards, on retrouve des soupçons, des pointes. Mais tu as tout à fait raison. Donc, je n'osais pas le dire. Mais effectivement, tu as tout à fait raison. Le doudouisme, c'est une tendance artistique qui a perduré encore très 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 longtemps sous nos yeux, tu vois. Bon, on peut citer des quantités d'écrivains, de poètes, de musiciens qui ont adhéré à qui sont représentatifs de cette manière de présenter les Antilles, tu vois. Bon, une femme, par exemple, comme Munda Rivel, dont tu as certainement entendu parler, qui était une chanteuse guadeloupéenne, qui est décédée il n'y a pas très longtemps, il y a une dizaine d'années, je crois, elle est morte très très vieille, a été extrêmement représentative de ce courant-là. Bon, quand elle chantait, c'était les Antilles, le palmier, le cocotier, la douceur des alizés, le scintillement de la mer, enfin voilà, ces descriptions tout était beau et il n'y avait pas de gens qui souffraient, quoi, en gros. C'était ça, le doudouisme. Et donc, c'est effectivement un courant qui a perduré très, 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 très longtemps. Tu as tout à fait raison. Voilà. Donc, alors, Mayotte, donc, Yuma devient donc la da de Mayotte, la petite fille de Madame Desrivières, et elle s'en occupe de manière très sérieuse. Donc la naissance de Mayotte on est un petit peu avant l'abolition. On est un petit peu avant l'abolition de l'esclavage. Voilà. On est à peu près en 1845, quelque chose comme ça. Voilà. Sans donner de date précise, on est à 3-4 ans de l'abolition de l'esclavage. Bien. Alors, donc, il se trouve que très vite, très tôt, Aimée décède. La fille de Madame Desrivières décède. D'accord. Et Yuma, et donc se voit chargé par monsieur Desrivières d'assurer l'éducation totale, complète de sa fille Mayotte. D'accord? Donc, monsieur Desrivières va se retrouver, va s'installer définitivement sur son habitation, donc loin de Saint-Pierre, et donc il va demander à Yuma de le suivre avec Mayotte. D'accord? Voilà.
Voilà. Voilà, parce que Yuma ne s'était pas encore complètement installé avec Mayotte sur l'habitation. Elle était un petit peu restée à Saint-Pierre, bon, avec sa maîtresse, etc. Mais quand Madame Desrivières décède, Monsieur Desrivières va demander à Yuma de venir vivre sur son habitation avec sa fille à lui, puisqu'il aura besoin d'avoir sa fille à ses côtés, etc. Donc, effectivement, elle va partir pour Anse-Marine et elle va se mettre à vivre, donc, je l'ai dit, à élever donc, de manière complètement sérieuse et dévouée. Elle va se mettre à servir donc, sa maîtresse, hein, puisqu'elle est une esclave, Yuma, il ne faut pas l'oublier. Et donc, elle se met à vivre dans d'assez bonnes conditions et enfin d'assez bonnes conditions pour elle, parce que, bon, je l'ai dit tout à l'heure, elle est une esclave un petit peu au-dessus des autres, hiérarchiquement parlant, et puis que M. Desrivières, bon, l'aime bien, et donc lui laisse complètement l'éducation de sa fille. Il ne met même pas son nez dans l'éducation que Yuma donne à sa propre fille. Ce qui fait que Yuma, non seulement elle va être elle-même imprégnée de la vie culturelle des esclaves, parce que comme elle vivait à Saint-Pierre, si tu veux, elle n'était pas une esclave des champs, si tu veux, elle était une esclave de la ville, une esclave urbaine. Donc, ces pratiques n'étaient pas exactement les mêmes que celles des esclaves ruraux, tu vois. Donc, une fois qu'elle sera sur l'habitation, elle va adopter le style de vie et le comportement culturel des esclaves ruraux, mais en plus, elle va également, comment dirais-je, communiquer à Mayotte tout ce qu'elle aura appris elle-même de cette culture-là. D'accord? Donc Mayotte va grandir, bien qu'étant une béquet, elle va grandir avec chevillée au corps la culture des esclaves ruraux. Donc elle va apprendre à parler créole. Elle va jouer avec les négrillons, les petits esclaves, etc., sans aucune espèce de préjugés, tu vois. Et Yuma, elle-même, donc, je l'ai dit, va adopter les coutumes, les us et coutumes de ses congénères. Elle va notamment apprendre bien et maîtriser de plus en plus les contes créoles. D'accord, à tel point que Lafcadio consacre un chapitre entier à rédiger, à réciter, à raconter un conte que Yuma finit par connaître par cœur et qu'elle aime raconter elle-même aux autres. D'accord. Donc Lafcadio consacre tout un chapitre à ce conte-là, qui s'appelle Dame Kélément. Hein, d'ailleurs, qui est un conte qu'on peut retrouver dans Les Contes et légendes des Antilles, hein, de Thérèse Georgel. Je ne sais pas si tu as lu ce livre-là, tu dois le connaître. C'est un classique. Hein. Oui. Et donc, il me semble que ce conte-là se trouve dans Contes et légendes des Antilles. Hein. Je n'ai pas vérifié, mais c'est un conte traditionnel, tu vois, très, très représentatif donc, de la culture orale. Donc voilà. Et elle aussi, elle apprend aussi à un petit peu contrer, si tu veux, les animaux malfaisants de la campagne. Et à tel point que Lafcadio consacre tout un chapitre dans lequel justement il raconte comment Yuma arrive à chasser un serpent qui s'était introduit dans l'habitation, dans la maison, et comme elle n'a pas peur, bon, elle est habituée à la campagne, elle sait ce qu'il faut faire, etc. Elle n'a pas du tout peur du serpent, elle arrive à le faire fuir, je ne sais plus par quel moyen, et donc ça prouve vraiment qu'elle a complètement intégré les codes ruraux de ses congénères, enfin des autres nègres qui vivent sur l'habitation. Hein. Même si elle n'est pas une négresse à proprement parler, hein, vu qu'elle est une capresse. Voilà. Donc, 10 minutes. Ok. Donc.
Comment ça se passe avec l'abolition de l'esclavage? Alors, justement, je vais y venir, monsieur Collier. Ne soyez pas trop pressé. Désolé. Mais on approche donc justement de l'épilogue. Alors, il faut savoir que, alors, il y a des événements quand même assez intéressants qui se passent parce que, à un certain moment, sur l'habitation, il y a un homme qui s'appelle Gabriel, qui est un esclave donc de Monsieur Desrivières et qui tombe amoureux de Yuma. D'accord? Et il tombe amoureux d'elle, bon, donc il lui fait la cour, etc. Yuma est très sensible à cette démarche-là et elle est intéressée, elle aussi, par Gabriel. Et Gabriel est tellement désireux de se marier avec elle qu'il demande à Monsieur Desrivières d'acheter Yuma, puisque Gabriel, c'est un esclave à M. Desrivières, d'accord? Donc il ne peut rien faire sans l'autorisation de M. Desrivières. Donc il demande à son maître d'acheter Yuma, qui est resté l'esclave de Madame... comment il s'appelle? De Madame... Pérounette, d'accord? Il lui demande donc d'acheter l'esclave de sa belle-mère, en fait. Et M. Desrivières va refuser, va dire, mais non, c'est l'esclave de ma belle-mère, je ne vais pas l'acheter, etc., etc. En fait, ça montre quand même que la vie des esclaves était extrêmement... les esclaves ne pouvaient rien décider seuls au niveau de leur vie privée. C'est-à-dire que leur vie privée restait quand même aux mains de leur maître. Et ça, je pense que c'est une des choses que Lafcadio a comprises quand il a interrogé les gens en 1880 qui lui ont raconté l'esclavage. Il a fini par comprendre que la vie privée des esclaves, que les esclaves n'avaient pas de vie privée, en fait. D'accord? Et que les maîtres restaient très souvent partie prenante de grandes décisions comme le mariage de leurs esclaves, par exemple. Hein. Bon, voilà. Donc, finalement, Gabriel va proposer à Yuma de l'épouser. Yuma va refuser. D'accord? Et bon, alors ce qui va générer la colère de Gabriel, parce que bon, pour lui, il considère que l'amour, c'est quand même une raison absolument sine qua non. Enfin, on ne peut pas lutter contre un amour qu'on a, quoi. Tout ce qu'on peut, voilà. Et donc, il va en vouloir quand même beaucoup à Yuma de s'être refusé à lui pour un mariage. Et il sera tellement dégoûté qu'il va vouloir quitter la Martinique pour se réfugier à la Dominique. Et Lafcadio Hearn consacre plusieurs pages justement à la description des voyages que font à l'époque les gommiers entre la Martinique et la Dominique, d'accord? Parce que Gabriel, en les voyant, peut, dans sa tête, préparer sa propre fuite vers la Dominique, hein, puisqu'il y a des relations économiques entre les deux îles, hein, il y a des yoles qui transportent des barriques de sucre, etc., toute espèce de produits, donc il y a quand même des allées et venues qui se font, et c'est l'occasion pour Gabriel de préparer dans sa tête son propre marronage, sa propre évasion. Donc c'est un rêve qu'il caresse pendant plusieurs semaines, mais qui ne se fera pas à cause donc du fait que Yuma, non seulement elle va refuser, mais qu'en plus elle va rejoindre Saint-Pierre. Donc on peut considérer qu'elle laisse Anse Marine, qu'elle rejoint Saint-Pierre dans les années 1847, quelque chose comme ça, 1846-1847. Elle va se retrouver à Saint-Pierre, et elle va se retrouver à Saint-Pierre en particulier, donc à partir de 1847, je l'ai dit tout à l'heure, et donc elle va vivre les événements de 1848 à Saint-Pierre. Alors, Lafcadio a justement fait une excellente, à mon avis, une excellente description de l'ambiance de Saint-Pierre lors du premier semestre 1848. Il décrit très bien les positions des uns et des autres, les points de vue des Blancs, des Noirs, comment les choses se mettent en place et comment
la révolte elle-même se déroule. D'accord? Donc, alors, il donne beaucoup de détails, hein, ce qui prouve encore une fois, bon, je reviens là-dessus, que vraisemblablement, très vraisemblablement, des gens lui ont raconté les événements de 1848 et des gens de toutes les origines. Il a très certainement eu des témoignages de béquets, mais aussi de nègres de la campagne et de mulâtres de la ville. Parce que tous ces groupes-là n'avaient pas forcément les mêmes intérêts. Bon, au début de 1848, etc. Et donc, chacun avait sa manière de voir l'avenir de la population martiniquaise, et en particulier au niveau de l'institution esclavagiste. Donc, Lafcadio est assez précis pour décrire quand même les points de vue de chacun des groupes. Et donc, on a une série de passages assez intéressants. Donc, s'il me reste du temps, je ne sais pas combien de temps il me reste. Il te reste encore du temps. Il me reste encore combien de temps? À peu près une dizaine de minutes, un peu moins. Un peu moins, voilà. Donc, je vais quand même lire un passage qui m'a intéressé, parce que c'est un passage qui va surprendre nos téléspectateurs, parce que il évoque la place qu'a pu avoir le Quimbois dans les événements de 1848. D'accord? Alors bien évidemment, il y a des raisons politiques pour lesquelles, sociales, pour lesquelles les Noirs se sont révoltés. Bon, tout le monde le sait, bon, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais dans le concret du quotidien, les Noirs, quand même, certains Noirs, bon, ont fait appel aux pratiques magiques pour justement leur permettre de rester courageux, de se montrer ferme, etc., durant cette période très, très troublée, très difficile à vivre de 1848. Alors, sous l'état marinier de la place du fort, donc de Saint-Pierre, un de ces quimboiseurs exerçait sa terrifiante profession. Il vendait des amulettes, il vendait des fétiches, il vendait des onguents magiques faits de graisse de serpent. Devant lui, un tonneau ouvert, rempli de tafia, mêlé de poudre à fusil et de guêpes écrasées. Tu te rends compte? Autour de lui, une foule de nègres du port, des gabariers, à demi nus, qui maniaient des rames de 25 pieds de long, des nègres gros bois herculéens, les gros bras aboutis, à force de godiller leurs lourdes embarcations massives. Les rudes canotiers dont les poudres bronze transpirent rarement, même sous le plus chaud soleil d'été. Alors, je saute quelques lignes. Ça qu'il est, hurlait le quimboiseur en versant le venin dans des timbales en étain. Ça qu'il est, vini boire ça. Qui veut venir en boire? Qui veut boire de l'âme d'un homme, de l'esprit de combat, de l'essence tombée pour se relever, du meneur de cœur, du briseur d'enfer? Tu vois donc comment dirais-je, les termes qui étaient appliqués à tous ces produits, donc maléfiques, quoi. Enfin, voilà, qui étaient censés donner de la force et du courage aux Noirs du moment, qui très certainement devaient y croire, mais de manière extrêmement affirmée. Voilà, donc, et il décrit tout ça, et donc, tu sais très bien qu'en 1848, il y a eu le 22 mai, même pas en 1848, il y a eu un fait qui a été assez fondamental donc, dans le déroulement de l'histoire, puisque les Noirs cherchant des armes, ce sont les Noirs de Saint-Pierre cherchant des armes, ont cru qu'il y en avait dans une maison qui se trouvait à Saint-Pierre, qui était la propriété de la famille de Sanois. D'accord? Et pour récupérer les armes, ils se sont donc attaqués à la maison des deux Sanois. Or, il se trouve que dans cette maison-là, des béquets s'étaient réfugiés, une trentaine de béquets, et quand les Noirs ont voulu forcer la porte de la maison pour y pénétrer, pour prendre les armes, les béquets, bien évidemment, se sont calfeutrés, ont fermé les portes,
d'accord? Et les Noirs ont donc mis le feu à la maison. Les esclaves ont donc mis le feu à la maison. Donc, les esclaves, c'est bien ce que j'ai dit, d'accord, ont mis le feu à la maison et donc les gens ont péri dans cet incendie-là. Une trentaine de personnes qui ont péri à l'occasion de cet incendie. Alors, Lafcadio Hearn, il raconte cet épisode, d'accord? Alors, dans le livre, il ne dit pas que c'est la maison de Sanois, il donne un autre nom au propriétaire de la maison, d'accord? Il dit que c'est la maison de la famille Kersin, d'accord? Donc, dans la maison de la famille Kersin, telle et telle chose se sont passées, les gens se sont réfugiés. Mais il reprend complètement les détails de l'épisode. Hein. Il ne laisse rien au hasard, il décrit la chose de manière très, très précise. Et surtout, il indique que Yuma, ayant au bras l'enfant dont elle était l'Ada, se réfugie dans cette maison-là. Et ça, c'est l'écrivain qui imagine cet épisode. Donc, il narre cet épisode-là en plaçant Yuma dans la maison de Kersin ou de Sanois, si on veut. D'accord? Donc, elle se retrouve piégée dans la maison et il se trouve que plusieurs esclaves révoltés viennent lui dire, bon, mais sors de là, bon, on est en train de mettre le feu, tu restes là avec des blancs, tu vas te faire brûler, etc., etc. Et il se trouve que Yuma va refuser de sortir de la maison. Elle va tenir tout un discours qui est très important hein, dans le livre, qui s'étend sur 2 pages. Elle va dire, mais non, pas question, les Blancs m'ont tout donné, je ne vais pas laisser périr comme ça ma jeune maîtresse, je reste avec elle, quel que soit ce qui peut m'arriver, il est hors de question que je la laisse tomber, je reste avec elle, d'accord? Donc il se trouve qu'effectivement, elle reste avec elle, mais qu'elle périt dans l'incendie de la maison de Kersin avec les autres personnes blanches qui s'y étaient réfugiées. Hein? Donc, c'est l'occasion pour l'Arcadio Hearn, si tu veux, de mettre en scène une esclave qui laisse entendre par son comportement que l'esclavage avait de bons côtés, entre guillemets, puisque il y avait quand même une certaine complicité, un certain degré d'affection entre des Noirs et leur maître blanc. Enfin bon, voilà, c'est l'un des aspects du livre qui renvoie un petit peu aussi à la tendance doudouiste qu'on a évoquée tout à l'heure. Oui, quand on parle de doudouisme, bon, effectivement, c'est une tendance artistique dans laquelle on évacue tout ce qui gêne, on évacue toute la souffrance qu'il y a pu y avoir à l'époque. On n'évoque pas l'esclavage, effectivement, en laissant entendre que finalement, il n'y a que la beauté de la Martinique qui compte. Eh bien, la conclusion de l'histoire rejoint un petit peu cette tendance-là, puisque la conclusion, c'est que, bon, finalement, les Noirs et les Blancs peuvent s'entendre sans qu'il soit nécessaire d'évoquer les souffrances de l'esclavage, voilà, les souffrances qui ont pu séparer les 2 groupes l'un de l'autre, quoi, tu vois. Voilà. Donc donc c'est un roman qui est extrêmement intéressant de par la qualité des témoignages quand même, et puis qui, bon, même si ça peut nous paraître contestable à nous aujourd'hui ce genre de conclusion là, mais n'empêche que c'est un roman qui mérite d'être lu, et je conseille aux lecteurs donc potentiels de l'emprunter dans une bibliothèque. Je suis sûr que ça sera facile à trouver dans une bibliothèque municipale, ou bien de l'acheter carrément, pour pouvoir faire une belle lecture, parce que c'est une lecture qui, bon, il y a son idéologie, on va dire, hein, avec laquelle on n'est pas forcément d'accord, mais qui a quand même qui est bien écrit et qui nous replonge un petit peu dans la Martinique de la fin du 19e. Je te remercie beaucoup, Pierre-Philippe.
Eh ben, si comme Pierre-Philippe, vous souhaitez présenter un ouvrage qui vous tient à cœur, vous pouvez le faire. Il suffit de composer le numéro qui va s'afficher, à savoir le 06 96 19 41 13, et nous nous ferons un plaisir de vous recevoir sur le plateau. Nous vous souhaitons une bonne fin d'après-midi et nous vous disons à très bientôt.